Bonjour les amis cinéphiles. Aujourd'hui, je voulais parler d'un film que j'adore, encore une fois, hein. Je vais surtout parler de films que j'adore, qui est beaucoup plus récent que les deux films précédents. C'est le Roma de Alfonso Cuarón, sorti en 2018, qui était sorti sur Netflix et dans quelques salles de cinéma à l'époque. Et il faut savoir que moi, Alfonso Cuarón, c'est un de mes réalisateurs préférés des années 2010, peut-être avec Paul Thomas Anderson, c'est mes deux réalisateurs préférés contemporains. Et Roma, j'ai pas pu le voir à l'époque en salle, hein, je l'ai vu directement sur Netflix. C'est un film qui m'a pas tout de suite accroché. J'ai mis quelques temps à vraiment adorer ce film, alors que j'étais un immense fan de Gravity et que plus tard je vais adorer la série qu'il produira, Disclaimer, alors que je suis pas du tout un amateur de série. Mais bon, pour recontextualiser le film, en gros, c'est Alfonso Cuarón qui fait une espèce de film autobiographique sur son enfance, sur son quartier de Roma, euh, au Mexique, hein, pas Rome en Italie, mais au Mexique, et qui raconte en fait une espèce d'autobiographie, de portrait autobiographique, mais du point de vue de sa nourrice, Cléo, donc d'un point de vue extérieur, quelque chose qui est très intéressant. Et on va suivre en fait, on va dire un petit peu ses péripéties, tout en ayant en toile de fond une grande histoire dans la petite histoire. Et pour moi, le film est passionnant en fait. Ça a vraiment été, en y repensant après, une claque. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un film extrêmement important parce qu'il a influencé en fait toute une lignée de récits autobiographiques dans lequel beaucoup de cinéastes vont s'engouffrer par la suite, notamment le premier qui me vient à l'esprit et qui est sorti un an après le film de Quaron, c'est le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Et lui-même, à l'époque, d'ailleurs, a beaucoup insisté en disant, parce que c'est un grand fan d'Alfonso Cuarón, en disant qu'il avait fait son propre Roma. Il le disait même en interview comme s'il était en train de s'excuser d'avoir fait ce film après le film d'Alfonso Cuarón, comme s'il se disait, comme s'il voulait dire en gros, je suis désolé, Cuarón l'a fait avant moi, moi je voulais le faire aussi et je n'ai pas volé son idée. En gros, il y avait vraiment, j'avais vraiment cette impression-là. Mais ensuite, on a eu toute une lignée de films, de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, bien sûr Fablesman de Steven Spielberg, Armageddon Time de James Gray, même Belfast de Kenneth Branagh ou Bardo de Iñárritu, parce que de toute façon, dès que Alfonso Cuarón fait un film, Iñárritu, presque à côté, va essayer de le copier ou de recopier un peu son style. Mais bon, bref, c'est un film que je trouve passionnant, qui s'inscrit d'ailleurs dans une trilogie de l'enfant mort. J'en reparlerai si un jour je fais une critique de Gravity, parce qu'il faut savoir que Gravity est mon film préféré, contemporain du 21e siècle. C'est vraiment Gravity que je trouve exceptionnel, parfait, tout en étant un scénario faussement simpliste et une force de mise en scène qui raconte beaucoup de choses. Mais bon, je ne vais pas parler de Gravity, parce que Gravity, je vais en parler beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, cette trilogie de l'enfant mort, dans lequel s'inscrit Roma, on pourrait dire que c'est le dernier volet, même si Disclaimer, qu'il fera après, va continuer sur cette thématique. Mais en gros, ça va commencer en 2006 avec Les Fils de l'Homme, hein. Donc l'enfant mort, c'est les femmes qui ne peuvent plus enfanter. Ensuite, on aura bien sûr Gravity avec le fantôme de cet enfant mort qui plane sur tout le film, la petite fille morte du personnage principal joué par Sandra Bullock. Et puis l'enfant mort, donc de Cléo, qu'elle ne désirait pas d'ailleurs, avec cette scène magnifique, hein, des couveuses. Mais bon, bref, voilà, c'est un film que je trouve passionnant. Et en fait, moi, j'adore Alfonso Cuarón parce qu'Alfonso Cuarón, c'est un cinéaste qui laisse avant tout parler la mise en scène et parler le cinéma et l'image et pas les dialogues. Et surtout, il a cette obsession de laisser, j'ai presque envie de dire, parler, ouais, le second plan en fait. Comme dans Itu Mama Tambien, on va avoir un road movie qui va parler en fait en filigrane d'apprentissage sexuel, et puis la caméra va s'attarder par exemple sur un décor ou sur un passage ou sur un bord de route, et une voix off va nous expliquer par exemple que si les personnages s'étaient arrêtés là ou étaient passés là se seraient arrêtés là quelques années auparavant, ils auraient connu, par exemple, enfin, il y a tout un background qui va revenir soit par des détails, soit par une voix off. Et en gros, les paysages chez Alfonso Cuarón racontent beaucoup plus de choses que les personnages principaux. Il y a quelque chose, il y a une idée presque de qu'on retrouve dans le cinéma de Robert Bresson, où le véritable discours du film va être dans les détails, dans les éléments, dans les objets, dans les interactions, dans, par exemple,
un condamné à mort s'est échappé, le véritable personnage principal, c'est plus la cellule que le personnage principal. D'ailleurs, on ne verra pratiquement jamais aucune interaction du personnage principal vis-à-vis de d'autres personnages. Ce sera que des plans serrés sur son visage. Et la seule fois où il y aura une interaction, ça sera quand il aura un nouveau co-détenu qui va un peu rentrer dans sa bulle, dans sa sphère. Et du coup, cette cellule va devenir un personnage sur lequel on va, par exemple, se focaliser sur un trou qu'il va être en train de creuser ou de vis qui va être en train de démonter. Enfin, tous les petits détails vont raconter quelque chose et on retrouve ça beaucoup chez Alfonso Cuarón, je trouve. L'espace dans Gravity ou bien sûr le passé que remet en scène Alfonso Cuarón par des petits détails. Enfin, c'est un film que je trouve d'une richesse thématique par la mise en scène que je trouve passionnante. On va avoir aussi une caméra beaucoup plus stable, beaucoup plus fixe, contrairement à celle de Gravity, avec sa virtuosité de mise en scène, qui pour moi en fait me ramène tout de suite au cinéma taïwanais de Hao Shuxian, par exemple Un temps pour vivre, un temps pour mourir, ou La Cité des douleurs, où chaque raccord, chaque plan, en fait c'est plutôt les personnages qui vont créer par leur mouvement la mise en scène et le découpage du film, là où un réalisateur lambda essaierait de créer des montages, des effets de champ contre champ, un découpage plus classique. Et c'est pour moi ce qui fait la grandeur d'Alfonso Cuarón, c'est ce cinéma coincé entre une espèce de minimalisme à la Bresson et de simplicité ou de fausse simplicité du plan fixe à la Auschwitzienne, en tout cas pour Roma, parce qu'après dans Gravity, il fera beaucoup plus des plans beaucoup plus virtuoses, mais il y a quelque chose d'une pureté que je trouve presque alchimique d'une certaine manière. On a le feu, on a l'eau, on a tous ces éléments qui, d'une certaine manière, purifient la mise en scène et purifient les personnages principaux de Cléo, parce que j'ai même pas vraiment parlé de l'histoire, mais on a l'histoire de cette fille au père, donc de Cléo, qui va avoir à la fois des histoires d'amour qui vont aboutir à rien. Il va y avoir en toile de fond, comme toujours chez Cuarón, la grande histoire. Là, ça va être le massacre du Corpus Christi, je crois, de 1971, qui va d'ailleurs va se finir sur un plan de la Pietà avec une mère et son fils mort dans ses bras. Un plan qui revient dans pratiquement tous les films d'Alfonso Cuarón, même jusqu'à le plan final de Disclaimer. C'est vraiment... il y a à la fois un côté alchimique, à la fois un côté biblique, mais dans la banalité du quotidien. On pense aussi visuellement ce noir et blanc, qui est un faux noir et blanc. Hein. C'est pas un noir et blanc de pellicule, mais un noir et blanc numérique, qui pour moi tout de suite nous ramène aux grandes heures du néo-réalisme de Rossellini, de Rome Ville ouverte, Umberto Di, ou Le voleur de bicyclette, tous ces genres de films qui sont à la fois très ancrés dans une histoire du cinéma, à la fois très codifiés, mais Alfonso Cuarón, il libère totalement ce cinéma-là par sa mise en scène et il crée un film presque à la fois anachronique, à la fois intime et grandiose, qui filme à la fois le microcosme et le macrocosme. Il y a quelque chose de plus grand que l'humain, mais comme tout le temps chez Cuarón, hein, et même dans des plus petits films qu'il a fait, ça va toujours avoir des quand même la Petite Princesse, c'était déjà un film qui parlait un peu de mythologie de cette manière et un peu d'alchimie, mais bien sûr, ça atteindra une forme de quintessence cinématographique, quintessence même presque alchimique, hein, parce que le mot quintessence vient de l'alchimie, vient de l'éther, hein, ce cinquième élément supposé par les philosophes et les scientifiques. Mais voilà, le Gravity ne travaillera que ça, quoi, la mise en scène de l'éther, la mise en scène du cinquième élément, la mise en scène presque de l'invisible et de cet éther, on le retrouve bien sûr dans Les Fils de l'Homme, bien sûr dans Gravity, mais aussi dans Roma, que ce soit un plan fixe sur un carrelage qui démarre dans l'eau, qui emprisonne et encadre, surcadre les personnages pour finir sur le seul plan, on pourrait presque dire vertical du film, qui finit sur la libération de Cléo, qui monte une échelle pour finir sur le ciel, et ce plan se raccord sur l'avion qui va apparaître à des moments clés à 3 étapes dans le film, hein, avec la scène d'introduction, la scène d'espèce de chaman, hein, parce qu'il y a un chaman, il y a toujours des chamans qui sont connectés à d'autres vies dans les films d'Alfonso Cuarón, que ce soit George Clooney dans Gravity, qui est Kowalski, le chaman, le forgeron on pourrait dire presque de l'étymologie cosmologique, quoi. Puis le chaman bien sûr de Michael Caine dans Les Fils de l'Homme, qui parle en sanskrit et qui est à la fois d'une sagesse et d'une lucidité. Et là, on a ce chaman, donc je ne sais plus comment s'appelle le personnage
dans Roma, mais qui va faire cette espèce d'entraînement, presque de yoga, mais presque ridicule, mais il le rend presque beau par sa mise en scène, et à ce moment-là, l'avion va passer entre ses bras. Tout ça relie le fond, relie la forme, relie le côté mythologique, cosmologique et alchimique du film, dans un film qui est faussement intimiste, mais à la fois grandiose dans l'utilisation de ses émotions d'une certaine manière. C'est un film que je trouve à la fois grandiose et intimiste, mais j'arrive pas vraiment à expliquer comment il a réussi presque ce tour de force, ce tour de magie, ce procédé presque alchimique. Pour moi, il a créé presque une certaine, une sixième, un sixième élément d'une certaine manière, quoi. Il a créé une nouvelle forme de cinéma qui, pour moi, va irriguer vraiment d'autres cinéastes, comme je l'ai dit auparavant. Mais c'est un film que je trouve passionnant. Je pense surtout que d'une manière, en fait, Alfonso Cuarón, il répare une espèce d'injustice historique. Il rend hommage à sa nourrice et aux femmes de sa vie en, en les plaçant au centre d'un récit dont en fait il est comment dire un témoin en arrière-plan, parce que dans le film il y est en fait techniquement, mais il n'est qu'un enfant en second plan, en fait, en arrière-plan, et c'est ça qui est très intéressant. Et sur la plage, derrière la scène de la plage, la barrière sociale, je trouve que entre patronne et servante s'effondre totalement, en fait. Il y a quelque chose qui unifie les classes sociales dans un même espace, et ça c'est vraiment la manière d'utiliser l'espace comme une allégorie que je trouve passionnante chez Alfonso Cuarón. En tout cas, si vous n'avez pas vu ce film, je le conseille vraiment. Il est disponible sur Netflix depuis presque 10 ans maintenant, donc j'apprends rien de nouveau, mais moi, qu'un seul regret, c'est de ne pas pu l'avoir vu au cinéma à l'époque, hein. C'est vraiment un de mes plus grands regrets, parce qu'aujourd'hui, c'est un de mes films préférés, pour moi, un des films les plus importants, mais vraiment, j'insiste là-dessus, dans le cinéma contemporain, c'est un des films les plus influents, et là, c'est même pas une question d'avis, c'est un fait, quoi. Tous les réalisateurs, beaucoup de réalisateurs se sont inspirés de ce film-là. Alors là, la vague, elle est un peu retombée depuis, mais parce que le dernier qui s'en vraiment inspiré, je pense que c'est Licorice Pizza ou peut-être Bardo, mais c'est vraiment, ou Fablesman, c'est plus récent. Fablesman, c'était en 2022. Il y a eu Bardo, je crois, en 2023. Mais voilà, quoi, c'est vraiment un film. Il faut pas être effrayé par le côté intimiste, un peu très néo-réaliste, très Rossellini, un peu cinéma d'auteur chiant, qui pourrait ressembler à une caricature, comme dans un sketch des Inconnus. Je pense qu'il faut passer cette barrière-là et se rendre compte que c'est un vrai, véritable récit, presque mythologique et presque alchimique. Vraiment, l'infiniment grand, l'infiniment petit se marient sans cesse. C'est à la fois un espèce de tour de force de mise en scène, de cinéma, de numérique aussi, mais moi j'invite vraiment les gens à passer cette barrière-là un petit peu et à s'intéresser beaucoup plus au cinéma d'Alfonso Cuarón, de redonner sa chance aussi à Gravity. Pour tous les gens qui disent que Gravity n'a pas de scénario, ce qui est complètement faux, parce que Gravity, il y a 5 ans d'écriture, je me semble, pour arriver à une telle perfection, hein. C'est pas parce qu'un film est simple qu'il est forcément simpliste. Les gens confondent souvent simplicité et efficacité, et c'est un film très bien écrit, beaucoup plus complexe, mais comme je l'ai dit, Gravity, j'y reviendrai plus en profondeur parce que c'est un de mes films préférés. Et pour moi, je pense que je vais faire une critique au moins de 30 minutes dessus, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, si vous connaissez pas Alfonso Cuarón, démarrez peut-être par Les Fils de l'Homme et Gravity, regardez peut-être Romain en dernier, essayez de voir sa série Disclaimer. Et moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire sur ce film magnifique. Euh, Puis maintenant, je vais essayer d'aller repartir sur des films un peu plus vieux, plus du cinéma italien peut-être, parce que je suis un grand passionné de cinéma italien. En tout cas, je vous conseille énormément ce film. Je vous intime toujours d'aller au cinéma, de partager votre passion, de discuter, de débattre des films, c'est ça le plus important, et que le cinéma continue à vivre à travers la parole et les échanges. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour une prochaine analyse approfondie, fouillie, un petit peu bordélique, mais toujours, j'espère, intéressante. Allez, à plus!